Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse aujourd'hui de rencontrer une femme qui a beaucoup à vous apprendre, à nous apprendre, parce qu'elle est un exemple de résilience, de courage et d'optimisme surtout. Bonjour Nadalette. Bonjour Olivia. Alors je suis très heureuse d'être ici avec toi. Alors tout d'abord parce que je voulais parler et présenter ton livre, Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves, mais surtout, je voulais qu'on parle de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Ma vie, mon œuvre ? Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te présentais tout à l'heure comme une femme de résilience. Tu es une femme qui a eu une vie très trépidante, hyperactive, très mondaine, très peut-être dans un décor qui ne te correspondait pas, mais tu ne le savais pas. Ou pas complètement. Voilà. Et puis, à un moment donné, il y a eu une date, en octobre 2014, qui a été la bascule de ta vie. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? En fait, oui, pratiquement jusqu'à mes 60 ans, j'ai été une femme hyperactive, celle qu'on appelait Madame Parfaite, celle qui n'a pas de col enfilé. Et j'ai considéré, pour des raisons qui tiennent à mon enfance, qui tiennent à mon histoire personnelle, que la seule solution dans la vie, c'était de réussir, au sens absolument vain du mot. Donc j'ai réussi, j'ai eu les plus beaux jobs, j'ai eu les patrons les plus prestigieux, j'ai très bien gagné ma vie, je me suis follement amusée, j'ai vécu une vie très glamour en apparence, mais aussi très difficile, parce que j'étais femme dans un monde d'hommes et dans un monde qui ne m'attendait pas et qui n'était pas d'une générosité absolue. Et du coup, j'ai forcément adopté des comportements d'hommes et pour réussir dans ce monde-là. Bref, j'ai mené une vie de folie sans faire vraiment attention à moi jusqu'à pendant 40 ans. Et j'avais, comme beaucoup d'entre nous, comme à peu près tous les gens qui nous voient, une petite scoliose, ce truc, cette déformation de la colonne vertébrale qu'on a tous plus ou moins et à laquelle on ne fait pas très attention. Sauf qu'avec la vie de folie que j'ai menée et l'absence de prise en compte de mon corps qui a été la mienne, 40 ans plus tard, c'était une double scoliose de 73 degrés, c'est-à-dire un double S. Je me tenais plus droit, mon corps lâchait, je n'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à soutenir, à aubaner ma structure. Et j'étais allée trop loin pour qu'il y ait une possible solution suave. Oui. Et la seule solution qu'il y avait à ce point de d'autodestruction de moi-même auquel j'étais arrivée, c'était une arthrodèse, c'est-à-dire une chirurgie brutale où, sans état d'âme, on prend votre colonne vertébrale, on vous ouvre dans le dos, déjà rien que l'idée donne envie. On met 2 tiges de métal et on reboulonne comme un mât de bateau et on redresse. Et en effet, je suis quand même là, tu as devant toi la seule personne qui a eu une crise de croissance à 60 ans et qui a gagné 6 cm. Donc ça, c'est pour la partie fun de l'histoire. La partie moins fun de l'histoire, c'est que le 14 octobre 2014, comme tu dis, quand on m'a réveillée, on m'a dit, écoutez, ben voilà, il y a un petit problème. L'opération a plus ou moins réussi et dans le moins, votre moelle épinière a été lésée et vous êtes paraplégique. Et en effet, je ne sentais plus rien de la taille aux pieds. Et on ne sait pas, on ne pense pas que vous remarcherez. Waouh, la douche froide. La douche froide, voilà. Donc à partir de ce moment-là, il a fallu faire... D'abord, il faut savoir que quand on a un choc, quel qu'il soit, que ce soit l'annonce d'une maladie, un deuil, ce genre de choses, on passe par tout ce qu'on appelle une période de sidération. C'est-à-dire qu'en fait, il y a totalement... on disjoncte. Le cerveau, c'est d'un côté qu'on lui a dit la vérité, qu'en effet, je ne vais pas marcher. Et d'ailleurs, ça s'illustre par le fait que je suis dans un lit et qu'on me passe comme un paquet de linge sale du lit au fauteuil roulant et du fauteuil roulant au lit, ce qui n'était pas mon mode de vie habituel. Mais en même temps, il y a quelque chose d'autre dans ton cerveau, dans ce même cerveau, qui dit non, mais c'est pas possible, cette histoire-là n'est pas vraie. Ça dure un certain temps. Et puis à un moment, le cerveau reconnecte ces 2 dots. Et là, bon, en général, pour moi, ça a été à peu près un mois après. J'étais toujours à l'hôpital, ça a été une crise de panique monstrueuse. Et là, j'ai réalisé ce qui m'était arrivé. Donc ça a été assez violent. Tu éprouves de la colère, tu éprouves du chagrin, de la révolte, tu essaies de négocier en te disant de toute façon, c'est tous des imbéciles, donc ils n'ont rien compris, ça ne va pas se passer comme ça.
et tu penses aussi très fort en toi-même que ça ne va pas se passer comme ça. Et puis, il y a un moment où tu es quand même obligé d'accepter un certain nombre de choses, un certain nombre de changements, de faire des choix. Et c'est à ce moment-là qu'en effet, tu peux repartir, si tu le souhaites, vers un autre type d'existence avec, moins de mobilité, ça c'est certain. Depuis 2014, je ne suis jamais sortie comme toi, en prenant mon sac à l'arraché, mes clés, et dans la rue, les mains en l'air, pour aller backnoter. Sortir est pour moi une opération en TB où il faut que j'ai mes cannes, quelqu'un à côté de moi, que je sache où je vais, comment je peux à un moment m'arrêter, comment je vais revenir si je suis allé trop loin. Enfin bon, bref, c'est compliqué. C'est une autre organisation. Bon, voilà. Donc c'est une grosse organisation, et surtout il y a un truc qui est extrêmement agaçant, c'est que, surtout pour quelqu'un qui est assez indépendante pour moi, c'est qu'il n'y a plus d'autonomie. C'est-à-dire que le côté dépendance. Voilà, bon, j'ai jamais plus pris de décision à l'emporte-pièce comme ça en disant « Ah, bah aujourd'hui, il fait beau, indéniablement il fait beau, bah, je file à l'autre bout de Paris, ou je... » Voilà, non, c'est pas possible. Ça apprend l'humilité aussi. Ça apprend l'humilité, ça apprend le temps, à lâcher sur le temps, à lâcher sur le pouvoir, à lâcher sur le contrôle. Pour quelqu'un de contrôle fric, ça a été un bon apprentissage. Et puis ça apprend plein de choses, et ça continue à en apprendre, et puis ça, non seulement ça apprend, mais ça apprend et ça apporte d'autres choses. Pour pouvoir t'en sortir, comme tu l'as fait, la volonté, l'envie, ce souhait, cette construction que tu as en toi est importante, mais elle dépend aussi de ton entourage. Tout à fait, et l'entourage, bon, mon Dieu, il a été pour une bonne partie de mes amis et de mon cercle de proches extrêmement positif et bienveillant. Et puis il y a des gens, et ça je l'ai expérimenté dans cette épreuve en 2014 et dans d'autres épreuves, on ne comprend pas pourquoi, parce que ce sont des intimes et des gens qu'on adore, disparaissent dans l'épreuve. Ne vous soutiennent pas, ne viennent pas, ne sont pas là, ont peur, disparaissent de vos vies. Alors ça, c'est pas très grave, parce que quand c'est des gens avec lesquels on a des amitiés très fortes, bon Dieu, quelque part, on se retrouve d'une façon ou d'une autre, ils disent, bon, on a un passage à vide, on est bien embêté, et toi tu dis, bon, de toute façon, je vous aime, et puis en circuler, il n'y a rien à voir. Mais il y a aussi cette autre frange de gens qui sont ce que j'appelle les dégueulants, c'est-à-dire les toxiques. Et ça, on est tous environnés de gens toxiques. Et il y a une race qui me déplaît particulièrement, c'est ceux qui te disent ah ben de toute façon, tu ne vas pas t'en sortir, il faut attaquer ton chirurgien, et puis cette opération, mais on t'avait vraiment dit que tu allais au casse-pipe, tu n'aurais jamais dû la faire, etc. Bref, qui savent tout mieux que vous, et surtout qui vous donnent des conseils que vous n'avez surtout pas demandé. Et ça, c'est la première catégorie de gens à mettre de côté et à ne surtout pas écouter, parce que c'est des montants sans aucune utilité pour soi. Puis l'autre catégorie, c'est en effet les gens qui sont beaucoup plus toxiques et qui se nourrissent du malheur des autres comme des zombies. Et il y en a quand même beaucoup plus qu'on ne croit qui, surtout quand on va bien sur d'autres aspects, qu'on a une famille, qu'on est entouré, qu'on a donné une image sur les réseaux sociaux qui n'est peut-être pas la réalité de quelqu'un qui est toujours en souriant et en pleine forme. Alors ceux-là, le jour où ils vous voient à terre, j'allais dire, ils reviennent, et puis avec la pique, en veux-tu, en voilà. Et ça aussi, bon, c'est à dégager. Et je dirais que d'une façon générale, dans la vie, une des leçons que j'ai reçues et que j'ai retenues de ces dernières années, c'est que ne jamais plus me laisser bouffer par des zombies, c'est-à-dire ne plus jamais me laisser intoxiquer par des gens toxiques, environner par des gens toxiques. Dès que je sens que la relation n'est pas saine ou qu'il y a derrière un agenda caché qui ne me plaît pas, moi je préfère ne pas avoir de relation, parce que j'ai suffisamment expérimenté cela à plusieurs reprises pour savoir que ça ne m'apporte plus rien et que ce n'est plus ce dont j'ai besoin dans ma vie. Là, tu évoques un peu les fréquences, les vibrations qui émanent de chacun. Et finalement, peut-être que toi, maintenant, tu as évolué, tu as élevé tes fréquences. Et quand tu rencontres des personnes qui ne sont pas sur ta fréquence, quelque part, il y a le tri qui se fait automatiquement. Fréquence ou chemin de vie ou valeur, etc. Oui, c'est sûr que de toute façon, le tri se fait. Le travail spirituel, je l'avais commencé bien avant l'opération, et bon, j'étais déjà en route, mais
par intermittence, tu sais, comme ces lumières qu'on allume et qu'on éteint. Bon, il est sûr qu'après l'opération, toute la période où j'ai été à l'hôpital, j'ai fait beaucoup de méditation, parce que de toute façon, je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre. Donc, contrainte de réfléchir, contrainte. Et puis de méditer. Bon, les journées étaient quand même horriblement longues. Hein. Donc, c'est vrai que les méditations de Chopra, très, très clairement, m'ont sauvé à ce moment-là, parce que c'était facile et je pouvais y accéder facilement. Et puis j'ai fait un long parcours de 3 ans de formation et plus d'autres choses avec quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle le docteur Catherine-Henri Plessier. J'ai fait d'autres parcours de formation, même récemment j'ai fait un stage avec Anne Cazot. Bon, tout ça, ce sont des sujets qui m'intéressent et sur lesquels je suis toujours allée, je continue à aller. Puisque tu as lu ce livre, tu sais comment il finit quand même par une rencontre assez initiatique en Inde à laquelle je ne m'attendais pas. Donc c'est vrai qu'il y a... Et ça c'est en 2011 cette rencontre en Inde, donc je vais dire que quelque part elle préparait mon évolution. Et mon évolution est encore en cours. Alors ce que j'aimais justement dans ce livre, c'est qu'il y a finalement 2 facettes, 2 phases. Il y en a une dans laquelle tu te racontes, comme un journal, tu racontes un petit peu ce qui t'est arrivé, tes ressentis, toi. Et puis une autre qui est plus générale, qui est plus dans la société, l'économie, où tu donnes ton ras-le-bol. Tu vides un peu ton sac, un peu parfois avec pas violence, mais avec assez cash. très, très cash et très franche, oui. Et ça, c'est très agréable à lire. Oui, tu évoques à un moment donné la mort. Alors, tu dis justement que la mort, finalement, est inéluctable, qu'on essaye parfois de ne pas y penser, voilà. Mais tout le monde va passer par là. Donc, finalement, c'est une phase et c'est une étape importante. De se familiariser avec la mort. Mais bon, c'est vrai que maintenant, je recolle les morceaux. C'est sûr que mon frère jumeau est mort à la naissance et qu'il y avait 50% de chances que ce soit moi ou lui à la poubelle. Donc, c'est vrai que ça te donne une relation avec la mort qui démarre très tôt et qui n'a pas cessé, et que plus tu montes en âge, plus cette relation devient intime et ou menaçante ou proche selon la façon dont tu la considères. Mais ce qui est quand même assez fulgurant dans notre société, c'est que cette mort que par exemple au Mexique les gens vont déjeuner dans les cimetières de façon festive, de façon festive et qui est familière, qui est intégrée. En Europe, on la cache. On enterre quelqu'un, on en parle à peine et on met presque plus d'emphase dans le déjeuner qui suit des funérailles que dans les funérailles et le pleur de la personne décédée. Quand on est malade, les gens ont peur de vous voir. Les gens ont peur. Et c'est la réalité de la vie, c'est la réalité avec laquelle il faut quelque part, dont il faut se saisir pour bien vivre, parce que la raison même du désir d'avoir une existence qui ait du sens, c'est justement parce que cette existence est éphémère et que nous ne sommes pas infinis. Et que c'est ce que nous allons créer sur cette terre, ce que nous allons donner, ce que nous allons partager, qui sera notre réelle éternité. D'ailleurs, la vie est faite d'étapes, justement. Donc cette fameuse mort finale est précédée par des petites morts, je dirais, de renaissance. Oui, les morts que sont les pertes d'un job, une maladie, un cap de vie, en fait, qui change complètement. La ménopause, tous ces événements de la vie qui prouvent quelque part que nos existences, notre biologie ne sont pas infinies. Et d'ailleurs, je crois que moi, c'est le message central que je voudrais faire passer à travers ce livre, c'est de dire, attendez, ne voyez pas la vie comme quelque chose, une image d'Épinal à laquelle vous arrivez. C'est juste une série d'étapes, un cheminement. Et c'est ce qui est fascinant, c'est ce cheminement, ce sont ces étapes dont certaines sont faciles, difficiles, superficielles, je ne sais pas. Mais tout ça, c'est vous. Et donc, il n'y a rien de bien ou de mal, c'est juste les 2 faces d'une même médaille. Cette recherche de l'absolu vers laquelle on tend, en fait, elle est là dans le présent, on n'a pas besoin de se projeter là-bas, c'est juste ce qu'on fait étape par étape qui est cette création d'une vie
Et chaque étape, même celle où dont on peut avoir des regrets parce qu'on se dit je me suis plantée, j'ai pas bien fait, j'ai pas bien agi, j'étais creuse, j'étais ceci, j'étais cela. Mais non, c'était ce qu'on avait à vivre. Donc c'est ce qu'on a vécu, point final. Et puis en prenant du recul, on se rend compte souvent que ce sont des morceaux de puzzle qui nous ont amenés finalement tôt ou tard à un certain point précis et que si on n'avait pas fait ça ou autre chose, on ne serait pas arrivé où on est arrivé aujourd'hui. Oui, et plus on ouvre à ça, plus on a cette confiance finalement dans la vie, plus on s'aperçoit que même quand on passe un truc extrêmement difficile auquel on ne s'attendait pas, j'en ai passé quelques-uns récemment, en fait, il y a quelque chose ou quelqu'un quelque part qui vous protège dans cet événement en vous laissant vivre cet événement peut-être épouvantable, parce qu'il y a quelque chose à apprendre ou à vivre derrière que vous ne pourriez pas apprendre ou vivre autrement. Et à partir du moment où on a cette foi, oui, mon Dieu, le drame, et le drame, la mort, la maladie, etc., on peut les considérer totalement avec un autre regard. On change de vision. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je partage exactement la même... Bon, cela étant dit, côté catastrophe, j'aimerais bien que là, ça s'arrête. Hein. Je pense que j'ai compris, donc mon Dieu, si vous m'entendez, un peu de repos et de sérénité ne nous ferait pas de mal. Le message est passé. L'important, c'est que tu aies compris, justement. Je crois à partir de là... je commence vraiment à comprendre. Dans ton livre, justement, il y a deux sortes de citations. Je ne sais pas si tu veux la lire ou si je la lis. Alors, je te laisse la lire. Fais comme tu veux. On est par tâtonnement, par itération successive, par essai, par échec, par frustration, par manque, par trop-plein, par petits vides, par des riens qui s'infiltrent au plus profond de nous et vont laisser une trace curieusement fertile et infectieuse au final. On est rarement à soi du jour au lendemain. Ça résume bien tout ton parcours. Oui, tout à fait. Et c'est bien ce qu'il faut accepter. Hein. Mais pendant très longtemps, je ne l'ai pas compris. Je me disais, mais pourquoi je suis là? Pourquoi ça fait comme ça? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi eux? Pourquoi elle a une meilleure situation que moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et puis à un moment, je me suis dit, mais au fond, c'est formidable tout ce que j'ai vécu. C'est ça, en fait, justement. C'est ça qui m'a plu en toi aussi, ce côté positif, résilient et, comme tu dis, de lâcher prise. À partir du moment où tu acceptes ta situation et au lieu de te morfondre devant l'obstacle, tu te relèves et tu dis, bon, maintenant, je vais voir comment faire pour m'en sortir et avancer. Qu'est-ce que cet obstacle va m'apprendre? Comment est-ce que, devant une situation où je n'ai pas les clés, et là, je pense à une situation particulière où je n'ai pas les clés, il va falloir que je prenne des décisions et... Qu'est-ce que ça veut me dire? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut me dire sur les ressorts que je dois comprendre, sur le changement que je dois incarner, sur ma relation aux autres, ma relation au monde, sur ma transformation. Pourquoi j'ai cette décision à prendre, où il y a toute une série de données que je pourrais prendre de la façon dont je prenais mes décisions d'habitude, c'est-à-dire avec mon comportement d'avant, ou je peux décider que ce truc-là, je vais le changer de prisme et de niveau. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est ralent par moments, disant, oh ouais, moi j'ai déjà donné, hein, franchement là, je vois bien que... Hein, bon. Mais c'est quand même très, 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 très intéressant, parce que c'est ça, vivre. Ça sort de la routine aussi. Oui. C'est ça qui met un petit peu de piment. Et puis on peut se challenger quelque part. Tout à l'heure, tu disais ma relation aux autres. Alors, ça m'amène à autre chose que tu évoques dans ton livre, ta relation à toi-même. Parce que, regarde la coïncidence et la synchronicité. Sur mon compte Insta, je mets tous les dimanches, nous sommes dimanche, une citation. Et aujourd'hui, elles sont préparées à l'avance, et aujourd'hui, la citation d'aujourd'hui, c'était « Aime-toi toi-même ». Alors, tu en parles justement, parce qu'il faut aussi s'accorder un peu d'amour, d'attention. Et on est loin du côté égoïste qu'on nous a appris peut-être dans l'enfance. C'est pas de l'égoïsme s'aimer, c'est pas de l'égocentrisme. D'abord, on ne nous a pas appris à nous aimer. Donc déjà, c'était pas très facile. Donc, comme en plus, quand on est relativement jeune, on voit plein de modèles qui vous semblent beaucoup mieux que nous-mêmes, on a tendance à se dévaloriser.
Ensuite, on est dans un monde où il y a tellement de modèles factices que c'est très difficile d'y évoluer. Et puis, on se plante aussi par moments de choix de valeurs. Donc, on est quelqu'un qui n'est pas très aimable. Moi, j'ai eu toute une période de ma vie où j'étais parfaitement détestable et détestée d'ailleurs, et pour de bonnes raisons. Et puis, il y a aussi le fait que des gens, pour des raisons qui leur sont propres, ne vous aiment pas, qu'on est rejeté et que ça vient taper sur une fragilité d'abandon, etc., etc. Et je crois que les choses changent le jour où on s'aperçoit que, en effet, par exemple, moi j'étais très à l'écoute des autres parce que c'est eux qui avaient le pouvoir, donc j'étais une bonne servante des institutions et des business et de mes patrons. J'étais très à la dévotion de mes amis et de ma famille pour leur faire plaisir. J'étais la fille qui organisait des fêtes, qui faisait des cadeaux, qui préemptait les désirs des uns et des autres. Et à un moment, il faut s'interroger sur cette façon d'être au monde, parce que si on veut tellement donner, c'est qu'on a vraiment une insécurité très, très, très profonde, et surtout parce qu'on espère recevoir en retour et que ça ne vient pas. Et puis à un moment, ce qui n'empêche rien au fait que j'aime toujours donner, j'ai commencé justement avec cet accident à être en relation avec moi-même et à me dire finalement... c'est peut-être pas si mal qui tu es, il y a des choses que tu fais qui sont bien, n'aie pas de regret du passé parce que ça c'est totalement stérile. Et j'ai commencé à m'aimer, à me respecter, c'est-à-dire à me respecter, ça a été un changement de paradigme assez complet puisqu'il y a eu toute une série de choses et de gens à qui j'ai dit non, brutalement, pas parce que je le faisais pour eux, mais pour moi c'était pas bon. Donc ça, j'ai arrêté de faire pour les autres ce qui n'était pas bon pour moi. Donc j'ai cette base installée d'amour et de respect de soi, elle est fabuleuse parce qu'à partir du moment où on s'aime et où on se respecte et où on établit clairement les limites de son territoire et de sa personne, ce qui reste, d'abord on n'attend plus de l'autre quoi que ce soit, donc ça c'est plus léger pour lui ou pour elle. Et puis, ce qui arrive de l'autre, on l'accepte comme un cadeau, mais pas comme un dû, pas comme une attente. Et quand on va vers l'autre et qu'on fait quelque chose pour l'autre, c'est à partir d'une authenticité de soi-même, et sans contrainte, et sans se léser. Et du coup, une fois qu'on s'aime vraiment, on peut vraiment aimer l'autre. Et puis il n'y a pas de déception, justement. Et il n'y a pas de déception. Parce que quelque part, tu n'as pas les mêmes attentes. Oui, et puis l'autre est ce qu'il est, et il a le droit d'être comme il est, et pas de souci. Hein. Ou tu peux aussi, d'ailleurs, décider que cet autre, tu ne peux pas avoir, ou tu ne peux plus avoir de relation avec cette personne, que vous avez passé un moment d'amitié, d'amour, de ce que tu veux, mais que les chemins se séparent parce que vous ne partagez plus les mêmes valeurs. Voilà. Le tri dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Je voulais te proposer un petit test, quelque chose que tu es la première à faire, puisqu'il y a cet oracle, le message de ton corps, qui porte bien son nom, et que je voulais tester avec toi. Alors, je vais te faire choisir une carte, peut-être tu peux les mélanger, et puis tu vas me dire ce que cette carte évoque pour toi. Ah, c'est rapide. Ah oui, non. Ah, c'est pas agréable. La rancœur, une émotion que tu refoules depuis longtemps, s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Alors, ce n'est pas une carte aimable, c'est une carte assez véridique, parce qu'on a tous cette espèce de poubelle, de poubelle de rancœur qu'on a de la peine à vider. Et en effet, ce que la vie nous rapporte, et ce qu'elle me rapporte encore aujourd'hui, c'est des occasions de vider ses rancœurs en changeant mon comportement, c'est-à-dire ne le laissant pas se polluer par des rancœurs, mais en le laissant aller naturellement, en laissant tout ça tomber, partir dans la terre et s'enterrer avec plein de choses. Se nettoyer de cela. Nettoyer. Alors, annonce-moi quelque chose de beau. Oui,
créer, le lien avec ta créativité semble brisé, celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et de ton bassin, remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour laisser te porter vers ta capacité à créer. Tu as souvent des moments où ta créativité, parce que tu as été exposé à une machine à baffe, ou les périodes ont été plus chahutées, où la créativité est moins bien. Là, j'avais une conférence, comme je sortais d'une période un peu difficile, j'avais une conférence la semaine dernière à écrire, dont j'avais trouvé le titre en juin. Et en fait, c'est un truc intéressant avec l'écriture, parce qu'en fait, souvent, avec l'écriture, les choses m'habitent et je les sors sans savoir pourquoi. Et en juin, je sors ce titre de conférence qui est ouvrir ses yeux, ouvrir son corps, pour vivre sa vie comme un Jedi. Moi, j'adore Star Wars, hein. Fanatique. Et puis, j'avais aucun contenu. J'avais pas d'idée de contenu, mais je savais pas pourquoi ce titre était venu. Et je me dis, donc, tu as 4 mois ou 3 mois pour écrire ta conférence, cool Raoul. Et l'été a été assez complexe, ce qui fait que 8 jours avant la conférence, je n'ai pas prévenu l'organisateur, mais il n'y avait pas un mot d'écrit. Sauf le titre. Sauf le titre. Qui était un bon départ. Qui était un bon départ, mais qui n'était pas le démarrage non plus. Et en fait, je me suis laissée habiter, et le flot de la conférence qui est sorti, donc qui a été quand même un accouchement au forceps, après le titre s'est éclairé, puisqu'en fait le titre est la conclusion, et qu'en fait je conclus qu'à partir du moment où on ouvre ses yeux, on regarde, le cœur s'ouvre. Mais je ne savais pas du tout quand ce titre m'est venu et m'a habité, ce qui allait en sortir. Et c'est ça qui est absolument fabuleux pour moi avec l'écriture, c'est que l'écriture est une forme de transe, et que je mets en place des mots, notamment dans ce livre, je mets en place des mots sont sortis, qui ont fait que une fois qu'ils sont passés de mon cœur, de mon cerveau, jusqu'à mes doigts, jusqu'à l'écran, jusqu'à l'écriture, ils ont changé ma vie parce qu'ils m'ont obligée. À partir du moment où j'écris un certain nombre de choses en termes de position publique, de manifeste, et c'est là où ce terme manifeste est extrêmement important, je me mets dans une position où je dois m'aligner avec ce que j'écris. Et c'est ce que je trouve fabuleux avec l'écriture, c'est que je peux écrire parce que je me suis transformée, mais l'écriture en elle-même me transforme et m'oblige à des décisions, pas toujours faciles, à des changements de position, à des changements de comportement, à des transformations auxquelles je ne m'attendais pas. Donc il y a cette espèce d'effet extrêmement dynamique entre l'écriture et moi, où en effet, je crée, mais elle me crée en même temps. Il y a énormément de thérapeutes qui utilisent l'écriture, les mots, alors le mot verbal, ok, mais effectivement surtout l'écrit, qui permet de concrétiser la visualisation. Oui. Et les livres, il y a un gros mouvement, et il y a une fille fabuleuse qui travaille là-dessus, que j'adore, qui est Céline Masse, avec Au Livre, et puis tout le travail qu'elle fait avec l'ONU, pour sélectionner des livres qui sont transformationnels en eux-mêmes, et les gens, en les lisant, redéveloppent en eux des capacités d'ouvrir et de penser différentes. Et j'espère que toi, par ton livre, tu feras pareil, parce que vraiment tu es une rivière, une vague d'optimisme, j'espère, pour les personnes qui ont des soucis, et surtout de l'espoir. Parce que si tu l'as fait, on peut le faire. Si tu t'en es sorti aujourd'hui, ils peuvent le faire aussi. Et je ne suis pas un gourou, encore une fois. Je ne vais pas vous donner un protocole en 5 leçons en vous disant appliquez-le et regardez comme ma vie est formidable et la vôtre va certainement le devenir. Non, moi je ne donne pas de conseils, je dis juste... tu racontes ta vie, je raconte ma vie, et je ne suis pas un rôle modèle non plus. Donc je pars vraiment d'une position basse pour dire que même avec... une vie qui n'était pas forcément un exemple, fondamentalement, pas au niveau superficiel, tout est possible à partir du moment où on ouvre ses yeux puis son cœur. Écoute, c'est une très belle phrase de conclusion, d'autant plus si tu as été suivi par plus de 2 millions de personnes, ce n'est pas par hasard non plus, ça prouve que vraiment ton message... C'est le retour des gens qui voient mon TEDx, qui lisent mes livres, ils me disent « Ah oui, ça m'a ouvert à quelque chose ».
Après, ce à quoi ça les ouvre, c'est personnel, c'est Oui. leur histoire, c'est leur chemin, et je n'ai pas du tout intention de me poser en coach ni en thérapeute. Hein. C'est pas mon rôle, mais mon rôle, c'était d'être une passeuse, une facilitatrice, pas autre chose. Ta place, tu l'as trouvée. As-tu des projets? Ben, j'ai plein de projets. J'ai envie d'abord de faire un TEDx en anglais. Donc, Qui va avoir, j'espère, autant de succès que celui-ci. Voilà. Mais donc ça, il va falloir que je trouve le moyen de contacter les TED en Corporation aux US ou en Angleterre pour le faire. Parce que ça ouvre un autre public et je crois que sans rien dévoiler encore, je pense que j'ai un thème que j'aimerais traiter. Et puis, malgré tout, même si je parle de conférence en premier, profondément, moi, ce que je suis, c'est écrivaine. Donc, ce que j'ai envie, c'est d'écrire. D'ailleurs, excuse-moi, je t'interromps, mais ce qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, c'est que voilà, c'était ton rêve d'enfance. Et finalement, ce moment de bascule, cette période de ta vie, voilà, t'a permis. Et je m'y suis autorisée, alors que je pensais honnêtement que j'écrivais comme un pied et que je ne pourrais jamais le faire. Et par contre, je prends un plaisir absolument immense à écrire. Alors, il y a plusieurs projets qui sont dans le pipe. Il y a un roman sur lequel je travaille depuis un certain nombre d'années. Je suis probablement à la version 3 ou 4. Il se trouve que ce roman, qui est aussi autour de la mort et de la maladie, toujours des thèmes gays, mais finalement des thèmes qu'il faut investiguer, mais surtout en roman pour pouvoir les déminer. J'ai envie de le reprendre parce que je vois maintenant ce que je ne voyais pas il y a 2 ou 3 ans. Donc il y a ça comme projet, il y a une grande fresque historique et familiale sur l'histoire de Bordeaux et toute une partie de ma famille qui a commencé à Bazas, dans la France profonde au XVIIe siècle, avec une femme qui avait 7 enfants et qui s'est retrouvée veuve avec la Révolution française et qui a balancé tous mes ancêtres à travers les océans. Donc c'est toute l'histoire de cette famille entre Cuba, la Nouvelle-Orléans, New York. Et c'est assez étonnant de voir combien en fait les femmes fortes se répètent dans ma famille. Et aussi la capacité qu'a une femme non seulement de mettre des enfants au monde, mais de les lancer dans la vie. Et aujourd'hui, on voit en effet cette génération aller sur Erasmus et voyager à gauche à droite, mais en fait, ces enfants qui n'avaient pas de moyens, à l'époque, on les envoyait dans les océans, sur des comptoirs, travailler, et c'était déjà ce mouvement à l'international qui était très fort. Donc il y a ça, et puis il y a plein d'autres projets. C'est un gros projet. Mais ça, c'est un gros projet parce qu'il faut le comprendre au point de vue généalogie, au point de vue histoire. Et j'étais pas très bonne en histoire, donc j'ai le Becherel maintenant sous le coude gauche. Et au point de vue géographie, avec des cultures très différentes. Et c'est ça qui est très marrant. Et plus tu te rapproches, tu verras, plus ça sera intéressant. Parce que je ne sais pas, tu vas forcément te pencher sur la psychogénéalogie. Oui, tout à fait, mais je m'y penche depuis longtemps. Et c'est vrai que je suis d'autant plus intéressée de voir cette histoire que j'ai découvert il y a une dizaine d'années un cousin américain qui est un type formidable, Juan Lafonta. C'est un avocat noir des droits civiques à la Nouvelle-Orléans qui m'est très cher. On a vraiment une relation très intime et c'est ce voyage de cette femme au XVIIe siècle vers nous deux est quand même assez surprenant. Finalement, tu vois, ton moment de bascule dont on a parlé tout à l'heure, le fameux octobre 2014, t'amène très loin. Très très loin. Ça ne t'a apporté que du positif et finalement. ça m'amène à travailler des choses que je ne pensais jamais travailler, parce que moi j'avais toujours dit la généalogie et l'histoire, mais franchement j'en ai rien à faire. Et ben voilà, il ne faut jamais dire jamais. Je te remercie. Bah écoute, c'est moi qui te remercie beaucoup, beaucoup, vraiment du temps et de ta gentillesse, de ton accueil et surtout d'avoir partagé ton expérience avec nous. Je t'en prie. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle rencontre. À bientôt.